Bonjour, bonjour, c'est déjà Sharp 11, donc ça va très vite. Avec pour la première fois deux invités. D'abord, honneur aux dames, Olivia Papini. Bonjour Alexandre, bonjour Dimitri, bonjour à tous, merci. Oui, j'ai trois casquettes, donc chef d'entreprise, enseignante, mais aussi créatrice. Dimitri Danilov. Merci Alexandre. En fait, oui, pareil, artiste, curateur. J'accompagne les entreprises dans cette transformation numérique, en fait, dans une compréhension approfondie des changements qui sont en train d'arriver. Formidable. Alors, l'idée avec vous, c'est de passer un moment à la fois pour parler du sommet de l'IA, qui a été un événement français, européen. Je sais pas si c'est un événement mondial, en tout cas qui a fait une prise de conscience, je pense, qui était nécessaire. Et puis c'est aussi parler de la réalité de ce qui se passe, notamment avec vous, parce qu'à la fois vous êtes porteur de projets personnels, ayant déjà une histoire d'artistes, de chercheurs, d'entrepreneurs, et puis vous vous êtes emparé de l'IA, et c'est ça qui nous intéresse, c'est de l'utiliser, de passer à l'acte. Donc vous n'avez pas attendu, je dirais, qu'il y ait le sommet, et c'est d'explorer avec vous les différentes hypothèses. Et puis on terminera comme il se doit par les deux petits sujets un peu plus légers qui nous intéressent aussi. Alors, le sommet de l'IA, c'est un sommet un peu paradoxal parce que c'est à la fois une organisation qui avait l'air un peu dépassée par l'ampleur de ce qui se passait dans Paris. Il y en avait dans tous les sens et les gens se demandaient ce qu'il fallait aller voir ou ce qu'il fallait, si on pouvait arriver à avoir une invitation. Et puis il y avait aussi une vraie effervescence avec énormément de gens sur lesquels on pouvait tomber, des réunions, des soirées dans tous les sens. Donc un petit côté South by Southwest sans le dire, un peu improvisé. Le tout quand même avec une très forte présence de la République française, de l'État, des institutions, l'école polytechnique, les affaires étrangères. Donc il y avait une mobilisation qui était propre à des opérations qui sont gérées au plus haut en France par la présidence de la République. On a entendu la semaine dernière un extrait de l'interview d'Anne Bouvreau, qui était celle qui avait été nommée par Macron. Et là, je pense que c'est intéressant de voir le clip que le ministère de la Culture a fait pour présenter l'action de l'État, voilà. Et je trouve que c'est très symbolique de ce qui nous arrive en France. Je sais pas si dans d'autres pays c'est jamais arrivé. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est bien plus qu'une innovation technologique. C'est une véritable révolution industrielle qui redéfinit notre rapport à la culture. Elle soulève des questions inédites et fondamentales. Et on y voit des extraits d'œuvres qui ont été souvent aidées, financées par la culture. Lors de l'organisation des Jeux Olympiques, des défis logistiques et opérationnels ont pu être relevés grâce à l'IA, rendant l'événement plus performant et accessible. Donc l'IA traditionnelle. Sur le site du château de Versailles. Et puis des exemples. Modéliser et préserver ce joyau du patrimoine mondial, offrant une nouvelle manière de le découvrir et de le valoriser. Au cinéma, elle donne vie à des effets visuels spectaculaires qui repoussent les limites de la créativité. Mais l'intelligence artificielle, comme toute technologie, n'est ni bonne ni mauvaise par nature. C'est à nous, collectivement, d'en définir. Donc là, on sent qu'il y a une volonté publique. Nous devons accompagner les secteurs culturels. Et donc, on doit accompagner les secteurs culturels. Ça, je pense, c'est très français. Notre ambition est claire. Penser l'IA comme un outil au service des valeurs démocratiques. Donc ça, c'est carrément de la politique. Un outil qui soutient la création tout en assurant une juste rémunération des auteurs. Ça, c'est ce que demandent les auteurs et les créateurs français. C'est pas du tout le reste du monde. Culturel, le pluralisme des idées et le multilinguisme. Un outil qui garantit une information fiable et de qualité. Faisons de l'intelligence artificielle un outil au service. Donc là, c'est de l'IA générative. De la préservation de notre patrimoine. Là, on met notre patrimoine au milieu. D'un avenir enrichi par la créativité et le savoir. Voilà, comment vous réagissez en tant qu'artiste devant un exposé comme celui-là, Olivia? Ben, déjà, en fait, il y a une chose, c'est je trouve ça, je me sens un peu fière en fait en tant que Française qu'effectivement il y ait cette volonté pour la culture de suite de mettre les grandes lignes pour que ce soit au niveau des établissements, expliquer qu'il y a vraiment une volonté d'écouter et de participer et de protéger les artistes. Donc je suis très très contente de voir ce genre d'initiative de la part du gouvernement.
Ensuite, c'est très intéressant dans le sens où ça fait maintenant presque 2 ans qu'on voit dans différents musées. Donc récemment, il y avait cette information, cette mise en place de l'IA dans les musées pour faire discuter et parler les œuvres ou faire en sorte que Jules César retrouve ses traits humains et discute avec les personnes qui sont juste dans la même pièce, qui viennent justement au contact du savoir et au contact de la culture. Je trouve que c'est une très belle action. Donc et j'espère que on va nous donner les moyens, que ce soit pour les artistes, mais aussi des personnes qui vont encadrer les établissements culturels. On va nous donner des moyens concrets et un pour y arriver. Dimitri? Moi, c'est un peu la même chose. C'est vrai que c'est assez. C'est bien de voir qu'en France, on peut compter sur l'accompagnement justement du gouvernement pour ça. Quand on voit les annonces qui ont été faites, je pense à celle de Ask Mona aussi, par exemple cette semaine, qui installe qui vont faire parler les buissons du château de Versailles. Voilà, il y a des initiatives qui sont à la fois créatives, qui sont originales et qui seront là, je pense, pour faciliter l'acceptation par le public et montrer que l'IA, effectivement, ça fait peur. Il y a des phases comment dire, d'acceptation, mais que voilà, de toute façon, on pourra pas faire autrement, et qu'il y a plein de façons de l'utiliser de façon bénéfique. Mais ça vous choque pas que ce soit finalement l'État et pas les entreprises qui poussent tout ça? Juste pour rebondir avec en tant qu'entrepreneuse, ça me choque. C'est pas choqué en fait, c'est très français, comme on en a déjà un petit peu discuté, de justement d'abord laisser la place aux institutions, mais aussi voilà au gouvernement de mettre en place les grands axes pour la culture. Je pense que effectivement il faut nous donner en tant qu'entreprise un petit peu plus de laisse, ou tout simplement des budgets, ou tout simplement des initiatives financières. Donc plus de hubs, plus là ils l'ont commencé avec la station F. Je pense que c'était aussi le but, c'était de récupérer, d'avoir tous les grandes entreprises, mais aussi ceux qui étaient décideurs, mais aussi ceux qui étaient volontaires pour aider l'entreprise, les entreprises culturelles à intégrer l'IA, mais pas choqués, mais on va dire habitués au discours. Habitués. Parce que ce qui est frappant, c'est que finalement, les 58 États qui étaient un peu d'accord globalement sur cette politique, pas que sur la culture, parce que sur la culture, je crois que c'était la première fois qu'un État affichait une politique culturelle, finalement sont arrivés à un consensus, même la Chine, qui était un consensus pour avoir une IA responsable, éthique, durable. Et puis il y a donc 2 pays qui n'ont pas voulu signer. L'Angleterre, bon, parce que c'est les Anglais qui sont toujours rétifs à signer des histoires collectives, mais les États-Unis, et avec un discours d'une très très grande brutalité de J.D. Vance, qui en gros leur a fait la leçon, quoi, comme il a fait par ailleurs à Munich, et qui a dit que bon, que c'était pas très important tout ça. Est-ce qu'on n'a pas finalement un grand décalage, parce que la technologie sur laquelle on travaille finalement elle est fondamentalement américaine. Une grande partie des fonds sur lesquels on est, même des gens, même certaines de nos startups d'ailleurs, sont quand même américains. Et puis là, on voit qu'il y a finalement peu de dialogue, voire pas de dialogue entre cette version, on va dire, accompagnée et puis la version purement business qui est en train de se déployer de l'autre côté de l'Atlantique. Est-ce que c'est soutenable en fait cette différence? Est-ce qu'au fond ils nous laissent pas, est-ce qu'on va pas être très vite agressé soit par les boîtes américaines, les GAFAM qui disent qu'on contrôle trop les choses, qu'on est tout le temps en train de vouloir les censurer, et puis nous qui disons bah non, s'il n'y a pas de contrôle de l'État ou s'il n'y a pas un accompagnement, on n'y arrivera pas. Dimitri, tu veux commencer? En fait, ça me fait penser au comment il s'appelle, l'IA chinoise qui est sortie, ou Mistral, qui ont des moyens plus, voilà, DeepSeek, qui ont des moyens beaucoup plus modestes, enfin modestes entre guillemets, ou Mistral, peut-être que justement ça va motiver de la recherche et des directions de recherche. Parce qu'il y a un vrai besoin de toute façon de développer des outils européens, peut-être d'aller chercher aussi ces outils ailleurs, pas forcément sur les outils américains.
et que ça va probablement peut-être déclencher justement des recherches, des réflexions, et parce qu'on a des outils qui sont potentiellement très bien, et peut-être il faut peut-être encore quelques temps pour les développer, pour accompagner ces gens-là, pour prendre conscience qu'il y a un potentiel. Parce que ce qu'on disait, c'est que souvent ces boîtes-là, il y a des boîtes françaises qui sont obligées de partir aux États-Unis parce que le temps d'accompagnement est trop lent. Peut-être que c'est justement dans ce sens-là, je dis, on a ici, parce que moi j'ai été incubé l'année dernière à Euratech dans le nord de la France avec une start-up dans l'IA. Donc ici, il y a un terreau qui est favorable à ça. Peut-être juste se accompagner et être plus présent, probablement pour ça. Pardon, vas-y. Juste pour rebondir ce que disait Dimitri, je pense qu'on a toujours été bousculés en fait. Quand ça a été pour Internet, on savait que nous en fait on avait en face les projets, les GAFAM quoi qu'il arrive. Donc je pense que on le sait, comme l'a dit Dimitri, il y a des boîtes qui sont, c'est normal, hein, on n'a pas autant d'argent de la part d'investisseurs. C'est quand même compliqué de lever 100 millions d'euros pour un projet. C'est pour ça que Mistral a des fonds à des investisseurs américains. Je veux dire, il y a plein d'outils qui ont été faits sur les territoires qui sont pas encore tout à fait prêts, mais qui sont plein de promesses. Je pense que le fait de toute façon, voilà, les États-Unis, l'Angleterre, voilà, ça a toujours été comme ça. Donc nous, ça doit juste nous motiver encore plus à trouver des solutions. Et c'est vrai qu'en France, on est assez débrouillard pour ça. On sait que c'est pas forcément aussi simple comme aux États-Unis, mais voilà, il y a une brique en plus à avoir dans cette démarche de développement et commercial, c'est qu'effectivement, il faut respecter ce que nous demandent en fait l'Europe et la France. Et moi, je pense que c'est important. Alors, je vais montrer deux initiatives qui m'ont frappé, puis j'ai regardé ce qui se passait aux États-Unis. Ils n'en parlaient pas beaucoup de notre sommet, mais j'ai vu d'abord le lancement du studio Promise. Eux, c'est carrément un studio du storytelling, construit pour la génération IA. Ils ont on voit qui les finance. Donc il y a à la fois le fonds A16Z, XCZ, qui est celui de Andreessen Horowitz, Northrop, je crois que c'est des indépendants, et Offline. Et puis quand on va à l'intérieur, notamment dans le blog, on voit les trois fondateurs qui expliquent quelle est leur vision. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Hein. À la fois ils participent au festival, ils développent une activité de studio. Donc là, ce sont les trois fondateurs, dont le fameux Dave Clark, qui est un peu l'homme du contenu, là, celui qui est derrière. Et puis, ils proposent déjà des jobs avec des définitions, les gens qui sont en train d'embaucher, des Gen AI directors, des généralistes, des gens qui travaillent pour les enfants, qui sont de l'animé, du manga, de l'adulte comédie. Ils sont en train de construire, ils sont dans le concret. Et est-ce qu'il n'y a pas finalement un peu un décalage entre notre volonté de nous débrouiller, de nous battre avec nos petits bras, et puis des machines comme ce qu'on est en train de voir là? Non, oui, il y a un décalage, mais en même temps, pour moi, la perspective est pas la même. Je pense qu'il faut pas essayer de chercher de combattre sur le même terrain. La super méga culture américaine, l'hyper studio hollywoodien, c'est pas notre culture. Justement, nous on est plus sur des choses. J'ai grandi avec ce slogan qui était on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Voilà, ça vous situe à peu près à quelle époque j'ai grandi. C'est générationnel, t'inquiète. Voilà, mais cette idée-là, pour moi, elle est persistante. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas besoin de faire des grands studios à l'américaine pour faire une culture de masse. Par contre, on est capable de faire des outils très précis sur des choses très créatives, très pointues, comme parce que ce dont je parlais il y a 2 minutes sur Ascona, par exemple, d'aller faire parler les buissons de Versailles. Je trouve ça fantastique comme idée. Comment c'est ce que fait TeamLab aussi au Japon. Hein. Ils ont fait dans un jardin. Plutôt que d'aller chercher des choses qui sont qui vont essayer de réunir tout le monde, essayons de faire des outils, qui sont justement qui respectent l'identité de chacun, qui vont être plus spécialisés sur des secteurs de. Et sur la distribution, j'ai vu cette semaine, je crois que je sais pas s'il y en a d'autres. En tout cas, j'ai vu un premier portail qui s'appelle Escape. Donc c'est un portail de contenu avec que du contenu IA qui est organisé par il y a des chaînes par créateur. Il y a des contenus qui sont venus du web. Il y a différentes thématiques.
Et là, c'est carrément organisé. On peut s'arrêter sur un clip, la Regeneration, ça lance le film. Voilà, hop. Et on est carrément dans un portail. Hein, il suffit de s'inscrire. Pour l'instant, c'est gratuit. Et on est que dans du contenu IA. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'ils commencent à avoir des Français. Ils ont recruté Alexandre Tissier qu'on suit depuis longtemps. On reconnaît la facture des contenus, mais ce qui est étonnant là aussi, c'est qu'ils sont déjà en fait, pour l'instant, je pense que c'est pas de l'exploitation, c'est pas du festival, mais en tout cas, ils essaient de créer une destination pour ces contenus. Là, voilà, une communauté, effectivement. Et quand on clique, il y a carrément maintenant ce qu'ils appellent le néo-cinéma. C'est les gens qui font du cinéma de genre, en fait. Et puis inspiration, c'est des extraits, des hommages aussi. Voilà, où ils font à la fois la vidéo et la photo. Et puis il y a à la fin le lab. Et là, c'est les technologies. Donc ils ont tout intégré. Ils mettent en avant Unreal, les différents outils qui ont été utilisés, Blender, Canva. Et donc évidemment OpenAI. Et donc on voit en fait derrière ce portail, là aussi ils veulent imposer, ou en tout cas ils veulent montrer que en termes de tech, voilà, on travaille avec leurs outils, quoi. Je pense qu'on va en faire aussi, hein, il y a souvent un petit décalage, mais je trouve que ça montre bien qu'il y a finalement deux vitesses, et qu'il faut qu'on aille très vite, à la fois pour éviter que nos talents soient aspirés, parce qu'ils sont très vite aspirés. Hein, c'est les mettre tout de suite en avant, enfin les valoriser, exactement. Je pense qu'il est important, et de prendre conscience que que ce soit dans la création, dans la tech, dans tout ça, il faut les conserver, faut les valoriser pour pas qu'ils partent à l'étranger, et justement pour valoriser aussi des identités différentes, valoriser des approches différentes. Et parce que ces approches différentes, si on n'est pas capable de les reconnaître nous-mêmes, les Américains seront capables de les reconnaître et de les aspirer, comme tu dis. Donc moi ce que j'ai vu, c'est que, alors je me souviens plus du nom de quel réalisateur, ils ont déjà pris en résidence. Ils ont proposé à des réals, je sais pas si on peut appeler des prompteurs réals, en tout cas des gens qui utilisent l'IA générative, d'être en résidence pendant 3 mois chez Promise. Alors il y a toujours une hésitation. Est-ce que je vais me faire aspirer et quelque part me mouler dans le style américain, ou est-ce que c'est l'opportunité de ma vie? C'est ce qui arrive à tous les gamins qui sortent des studios, qui sortent des écoles françaises et qui sont aspirés tout de suite par des studios américains, notamment dans l'animation, c'est assez courant. Par rapport à ma carrière justement de photographe, c'est au moment où j'ai commencé à travailler aux États-Unis et à faire des grosses campagnes pour des musiques, des groupes là-bas, c'est là où je me suis senti aspiré, et c'est là où j'ai dû arrêter parce que c'était pas mon univers. Mais justement, c'est tout le problème, enfin toute la réflexion qu'il y a autour de la créativité et tout ça, quoi. Et du business. Parce que c'est une production qui est extrêmement orientée vers la commercialisation, vers l'efficacité de produits. Et tu perds ton identité très vite. C'est ça. En tout cas, t'as pas le temps de la cultiver, ça c'est sûr. Pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure sur le rouleau compresseur américain, c'est que il faut savoir que dans les grandes écoles comme les Gobelins, dès que tu termines ta session, tu as ton diplôme en main, le jour même où tu reçois ton diplôme, tu as déjà des boîtes qui t'attendent dans le hall pour te proposer des boulots et te faire partir direct aux États-Unis. Donc ça a toujours existé. Escape AI, ce que je trouve très intéressant, et que j'avais, moi, c'était surtout sur la partie, on va dire, qu'on a aussi au Japon, ce qu'on appelle le doujinshi, c'est-à-dire des communautés fans qui adorent Star Wars ou qui adorent une œuvre, et que jusqu'à présent, tu as des communautés incroyables. C'est comme ça qu'on a vu des bouquins pour Twilight qui sont sortis. Hein. C'est on va dire, c'est la communauté doujinshi et fan art et fan œuvre. Et là maintenant avec l'IA, effectivement, il y a tu as un espace inspiration. Là, j'ai vu, il y a une très belle mise en avant de tous les créateurs qui portent un univers avec une IP bien protégée d'ailleurs. Et je trouve que là, cette partie-là est intéressante parce que c'est une extension, c'est tout simplement une nouvelle porte justement sur les nouveaux formats et pour l'entertainment court format ou justement pour cette jeune génération qui a tout simplement un pinceau supplémentaire pour rendre hommage ou pour créer. Donc après, comme l'a dit Dimitri, c'est à nous après à un moment donné de se positionner par rapport au rouleau compresseur, mais
je trouve que c'est quand même une très belle initiative et j'aimerais bien que ça se développe, qu'il y ait au moins une plateforme comme ça qui se développe en Europe. Je trouverais ça vraiment intéressant. Oui, c'est ça. En fait, c'est une course. On n'est pas obligé d'être le premier à partir de la course. L'important, comme dans la fable de La Fontaine, c'est d'arriver. On n'est pas obligé de faire la course en tête. En tout cas, je trouvais que c'était une semaine, enfin quelques jours vraiment passionnants. Et puis ça a donné lieu à beaucoup d'événements. Et donc je crois que Dimitri, tu en as fabriqué un ou cofabriqué un. Tu peux nous raconter un peu l'événement sur lequel tu étais, le contexte? Oui, sur Neo 612 en fait, qui est un événement qui a été monté par Leila Morch. Donc depuis 7 mois, on a commencé à travailler dessus. Moi, j'étais en charge de tout ce qui était curation et direction artistique de l'événement. Donc l'événement se répartissait sur 2 étapes. Enfin, une première étape qui était une soirée le 10 février et ensuite une exposition au musée des arts et métiers. Donc ça, c'était pendant le sommet. Donc c'était en lien, l'événement était labellisé Side Event Sommet de l'IA, et le but était en fait d'amener une réflexion sur l'approche transversale de l'IA en réunissant 200 personnes parmi les gens les plus influents du secteur de la politique, des industries et de la création et recherche. Enfin, voilà, l'idée c'était vraiment de proposer une réflexion un peu transversal. Dans les artistes, on avait des gens comme Obvious, comme Agoria, comme Nice Antis, comme le haut du panier, quoi. Alors pas seulement, on a des gens aussi. J'avais ramené des June Kim par exemple, qui est une artiste coréenne qui est basée aux États-Unis. On avait Benjamin Bardou. Bon, des gens qui un peu de tous les horizons. Des gens qui ont déjà une œuvre établie, qui travaillent avec l'IA et avec un propos qui est de dire quel est le fond de la démarche, qu'est-ce qui différencie Neo 612 des autres démarches. Justement, l'idée de ces artistes, c'est que c'est des gens qui ont une vision, qui sont pas émerveillés par l'outil, qui utilisent l'IA comme un outil, comme une extension de leur créativité. Donc leur travail existait avant l'IA. L'IA leur a permis d'aller plus loin, d'étendre leur créativité, mais c'est pas du one shot, c'est pas des gens qui sont arrivés, qui ont fait quelque chose, qui se sont laissés émerveiller par la technologie. C'est vraiment un travail en profondeur, en réflexion, et l'idée c'est ça, c'est de défendre ce genre d'approche. Après, quelle que soit l'émergence, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'on va avoir des artistes qui vont émerger. Ce qui importe, c'est la vision de ces artistes et qui vont utiliser l'outil pour aller plus loin dans la création et pas seulement. C'est pour ça qu'ils t'ont proposé la direction artistique, parce qu'en fait, c'est aussi ta démarche. Ouais, il y avait une image que j'ai fait je crois que c'était en 2005 sur le thème du cubisme. 2005, c'est une période où la 3D existe pas encore vraiment. Enfin, elle existe dans le cinéma, mais pas dans la photographie. Et il y avait 2 approches possibles. Soit j'utilise la technologie pour faire des éléments réels et je les raccroche, je les colle dans mon image. Et là, en fait, plutôt que de faire ça, je me suis dit, si j'utilisais la technologie pour aller plus loin dans la composition d'une image. D'où l'idée de créer des cubes sur lesquels j'avais projeté les images et ensuite de les assembler. Pour reprendre cette idée du cubisme. Donc, l'idée du cubisme, la copie du cubisme, elle est là, comme l'IA pourrait le faire à l'heure actuelle. Maintenant, dans l'approche, c'est plutôt que d'utiliser la technologie telle qu'on me l'a donnée, puisqu'on me dit de la 3D, il faut rajouter un élément réaliste dans l'image. Non, justement, moi, la 3D, je vais l'utiliser, je vais déformer ça pour aller chercher plus loin une identité visuelle. Et c'est toute cette démarche, finalement, qui est la constante dans mon travail, c'est d'avoir utilisé des technologies, que ce soit la 3D, puis la photogrammétrie, puis l'IA, pour aller rechercher des esthétiques, pour aller rechercher, et c'est tout dans cette idée c'est pas l'originalité, c'est vraiment utiliser l'outil et le tordre. Il y a une citation de Gambroot qui dit il faut tordre. Gambroot, c'est un artiste IA que j'aime beaucoup, il faut tordre justement les outils pour arriver à en faire. On peut voir les différentes démarches pour que tu puisses les commenter, parce que c'est justement ça, parce que tu as fait évidemment de la création personnelle et aussi de la pub, et donc tu as toujours utilisé
Alors j'ai commencé pour les puristes de la photographie. C'est là aussi où on peut être puriste, on peut être peintre et utiliser de l'IA. C'est pas antinomique. Moi, j'ai commencé la photographie à la chambre 4-5, donc j'ai appris à faire une photo par une photo et à composer mon cadre de façon ultra précise, ce qui m'a pas empêché par la suite de passer au numérique et d'adorer ça. Voilà, ça, on est en 99, c'était ma première campagne shootée à la chambre, donc au plan film, et avec de la 3D dessus. À cette époque-là, il n'y avait pas d'autre. Je pense que j'ai cette première image où on avait fait appel à un studio d'architecture pour créer les ailes en 3D, qui avait dû être faite sur AutoCAD à l'époque. Techniquement, je crois qu'on avait dû même les découper pour les coller sur l'image. Oui, enfin, c'était du collage en fait. Oui. C'était du collage, mais avec l'intégration, voilà. Et donc là, on est en 99. Et ensuite, on passe en 2003. Donc là, c'est mes premières images en numérique. Pourquoi le numérique ? Parce qu'en fait, ça a simplifié énormément la production. C'est-à-dire qu'avant ça, il aurait fallu, pour faire ces images qui sont composées de 10, 20, 30, 50 images, je crois que celle du supermarché en bas, j'avais 50 images. Si j'avais dû le faire avec du film classique, j'aurais dû faire 50 scans. Pour équilibrer ces 50 scans, ne serait-ce que ça, il m'aurait fallu au moins 15 jours. Là, avec donc ça, c'est à l'ancienne, entre guillemets. Tu as utilisé les techniques anciennes numériques. Exactement. En fait, après la composition, du coup, comme on avait un film stable, on peut composer, et ça, C'était pas des pubs, ça. C'était des. Ça, si, c'était des pubs. Alors, en haut à droite, c'est l'image qui a gagné le Grand Prix de Cannes en 2003. Ton Grand Prix de Cannes, c'est la plus grande récompense qu'on puisse avoir la Légion d'honneur internationale, voilà, de la publicité. Et en bas à gauche, pareil. Alors, les deux images ont remporté, et pendant 5 ans avec PlayStation, j'ai remporté des prix dans tout le monde. Ah, c'était le client, ok. Ouais. C'était des. Donc là, on l'a vu. Cette exploration, donc ce que je disais avec la 3D. Et ça, c'est personnel, ça, c'est pas pour de la pub. Voilà, c'était personnel. Ça, c'était avec Daft Punk, aussi personnel. C'est-à-dire que c'est une carte blanche que j'ai eue du magazine Lemon en 2008, qui me contacte. C'était un magazine indépendant qui m'appelle en me disant, tiens, est-ce que tu veux faire une carte blanche avec les Daft Punk ? On a la couverture qui doit être un hommage de Daft Punk à l'album Heroes de David Bowie. Ok. D'où la pose, voilà, des Daft Punk dans cette attitude. Et ensuite, toute la série d'images qu'il y a à l'intérieur du magazine avec cette fille faite en 3D, entièrement en 3D, basée... donc en fait, tu mélanges la 2D et la 3D, tu t'amuses en fait. Tout, et je l'ai toujours basé sur l'humain, c'est-à-dire que même si elle est en 3D, j'avais quand même un vrai mannequin pour m'inspirer de sa morphologie, pour m'inspirer de tout ce qui va être les interactions. Et c'est là aussi où la technologie, pour moi, quand on parle à l'heure actuelle de l'IA qui remplace, elle remplace pas. Enfin, il y a un moment donné, c'est ton imaginaire humain pour augmenter encore une fois la possibilité. Là, quand on fait de la 3D, je prends toujours un humain en dessous, donc il y a toujours un acteur pour se caler. Donc, sur de la densité en fait quelque part. Exactement. Et puis l'inspiration, parce que finalement une identité, quand elle est prise du réel, elle est vraie. Si on la crée de toute part, il manquera sur la morphologie, sur tout ça, il y a des choses qu'on aura du mal à caler. Donc c'est un peu toute l'approche, justement, cette relation entre l'humain et la technologie depuis toujours. Et à partir de 2016, là tu commences la photogrammétrie, d'accord. Voilà, où je vais explorer justement la relation. Alors encore là, ici, j'explore encore les images, comment on crée l'image, comment on va détourner l'outil, parce que l'outil, déjà en 2016, on peut faire des images, on peut faire des choses très propres avec l'outil, mais c'est pas ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est d'aller chercher dans... si j'utilise l'outil qu'à moitié, ou si je finis pas mes formes, ou est-ce que je vais pas découvrir des textures, des choses qui vont emmener l'image plus loin. Et à chaque fois, c'est cette même démarche qui est la constante, c'est d'aller tordre l'outil. Et Gambroot disait, continuez à faire des mains avec 7 doigts tant que c'est possible, parce que bientôt ce sera plus possible. Et j'adore cette... Voilà, mais exactement, mais j'aime bien cette réflexion, parce que c'est vrai, quoi. En fait. Et 2024, là c'est de l'IA générative. IA générative, mais dans laquelle en fait dans laquelle j'ai injecté mes propres créations photographiques. Et donc c'est là encore. Hybride. Voilà. Alors
C'est hybride, c'est justement pour tous les photographes, les artistes, il y a moyen justement d'influencer les IA avec son propre travail. Et quand vous êtes artiste, quand vous êtes peintre, photographe, vous avez 5 ans, 10 ans, 20 ans de carrière. D'un seul coup, l'IA, c'est ouvrir une petite porte sur un nouvel univers sans limite, justement. Voilà, là, l'exemple, c'est ça. En fait, j'ai utilisé ces deux images, j'ai mis dans l'IA pour obtenir le résultat que vous avez après. Voilà. Et ça, d'un seul coup, ça ouvre des portes incroyables et sans limite. Ce qui veut donc dire qu'on n'est pas obligé de supprimer ni la photo, ni au contraire, plus on va avoir de connaissances, plus on va avoir un passé créatif, plus la possibilité d'aller loin dans la création va être sans limite. Je crois que c'est vraiment un message qu'il faut dire, répéter. L'IA révèle rien, elle peut éventuellement mettre en lumière, amplifier. Elle a réduit la marge de créativité. Pourquoi ? Parce que ça a rendu accessible une multitude d'images. Donc maintenant, ce que je faisais moi avec PlayStation, par exemple, il y a 20 ans, maintenant ça se fait en quelques secondes et c'est donné à tout le monde. Donc ça, c'est plus considéré comme de la création réellement, parce que c'est la machine qui le fait. Donc il va falloir aller chercher cette zone de création qui s'est réduite pour le moment, qui est rendue accessible à un très large public. Il va falloir que les créateurs, eux, augmentent et aillent plus loin que cette zone-là pour définir de nouvelles créations, définir de nouvelles directions, et que c'est pas une image avec un homme à tête de girafe. On n'est plus, c'est ce que j'ai fait il y a 20 ans. C'était compliqué à faire, c'était de la création. Maintenant, c'est plus de la création. Donc on a décalé en fait cette limite entre création et innovation, et c'est toute cette démarche qu'il va falloir remettre en place pour aller chercher et emmener ça plus loin. Olivia, comment tu réagis, toi qui es aussi d'abord une storytelleuse, en tout cas quelqu'un qui a travaillé sur des tas d'autres univers? Est-ce que c'est aussi la même démarche, c'est de dire ça me donne des ailes en gros, mais faut pas non plus faire croire que c'est ça qui m'a appris à voler, quoi? Alors, c'est par rapport à donner des ailes, oui, effectivement, comme l'a dit Dimitri, il y a quand même des années on va dire de contenu qui ont été générés. Moi, à la base, je viens du monde de l'édition jeunesse, manga, livres pour enfants. Donc toi, tu viens de l'édition et tu accompagnes des créateurs. J'ai évolué au fur et à mesure, ouais. J'ai fait donc d'abord le papier, puis après le numérique. Après, je me suis emparée des outils, des technologies immersives. J'ai travaillé la réalité augmentée, donc la lecture et la narration augmentée. C'est à ce moment-là qu'on se rencontre, où tu es en train de travailler la réalité augmentée. Quand j'étais vice-présidente du CNXR et qu'on s'est rencontrés et que je représentais j'étais avec l'association ERAPRO, la seule association de réalité augmentée. Et aussi avec le jeu vidéo, puisque tu donnais des cours à Benjamin. Voilà, c'était à ce moment-là où j'essayais justement, j'accompagnais les élèves dans ce qu'on appelle la conception de projets plurimédia et immersifs, et toujours dans l'idée en fait de leur mettre d'essayer de les éclairer dans comment effectivement je me positionne par rapport à certains outils. Et je l'aborde justement dans la deuxième slide de ma présentation. En fait, les gens pensent qu'effectivement, et mes élèves à l'époque pensaient que ces super outils allaient raccourcir le temps de travail. Et alors pas du tout. En fait, comme l'a expliqué Dimitri, c'est une nouvelle façon en fait de penser de penser la création. C'est-à-dire, ça ouvre des portes, mais surtout ça augmente, ça transforme en fait notre processus de travail, donc de création. Donc c'est de se connaître soi en tant qu'artiste, de connaître, d'être vraiment au clair. Ce qu'on a vu chez Dimitri, il est d'abord photographe à la chambre, ce qui l'empêche pas ensuite de travailler avec de la photogrammétrie ou de l'IA. Voilà, on a différents formats, mais on a une voix. En fait, on a tous une voix vraiment unique. Ouais. La technologie, les innovations dont l'IA amplifie en fait. Et cette voie, ça nous permet d'être plus audacieux, même de tester des choses plus rapidement qu'on n'aurait peut-être pas eu le courage de faire. Voilà un exemple, je cherchais un exemple.
Voilà. Et ce qui est intéressant, et là, je pense qu'après, on pourra regarder, par exemple, la vidéo de Ampou, c'est un des partenaires, un des experts avec qui que je travaille, Yves Dalbiez, qui a récemment gagné le 3e prix de Project Odyssey pour le rendering et le VFX. Donc, c'est un des secteurs dans lesquels aussi je collabore et je travaille avec soit mes élèves ou mes partenaires et mes clients. Mais c'est de se dire, l'IA, en fait, à un moment donné, je vais choisir certains outils que je vais intégrer, pas à tout mon process, mais à certains moments de mon process pour justement amplifier, augmenter, tester. Là, par exemple. En fait, c'est une méthodologie, hein. Il y a une préparation comme dans n'importe quelle production, mais en revanche, là, tu choisis certains outils, et c'est au moment. Est-ce que l'IA est présente partout, ou vous avez fait des choix pour vous dire. Vous avez fait des choix. Alors, disons que le travail de Yves, c'est avec son équipe. Il a travaillé avec un studio, un nouveau produit qui s'appelle, donc c'est Mago, qui permet justement dans le monde de l'animation d'utiliser des images issues de l'animation et d'en proposer différents formats et différentes variantes. C'est très très intéressant. Et en fait, lui, dans l'idée, toujours dans cette vision de voilà, je veux créer quelque chose de neuf, je veux ouvrir une nouvelle porte en m'appuyant sur mes 20 ans de travail. Pardon de t'interrompre, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont déjà comme vous formés, qui ont fait des choix, qui ont fait des arbitrages et qui vont l'utiliser. Et puis on voit aussi arriver des gens qui n'ont pas cette rigueur ou n'ont pas cette culture et qui finalement, j'allais dire bricolent, mais en fait s'inventent grâce à l'IA. Et je pense que c'est deux voies différentes. Complètement. Ouais. C'est totalement différent. Je pense est-ce qu'on peut voir le travail de Dalbiez, parce que je pense que ça parle de soi. Donc ça, c'est le fameux projet Anpu. Next up, we have Anpu, or ANPU, by Yves Dalbiez. Donc ça, c'est du dessin à l'origine. En fait, il y a tout un mélange en fait de peinture. Il y a différents travaux. Yves en fait donc a utilisé, a intégré certains outils à certains moments en fait sur 25 jours avec une équipe qui a su Shibuya, ça. Ouais, tout à fait. C'est la place de Shibuya juste devant la gare en fait. Donc le but c'était d'avoir un univers un peu entre le comique, mais aussi une sorte de, je dirais pas comédie musicale, mais un clip musical, et de réinventer, de proposer une nouvelle expérience qui fait qui mélange en fait trois mondes qui normalement ne se rencontrent pas. L'animation, le clip, mais aussi pour moi un nouveau format pour moi d'art contemporain quelque part. C'est vraiment. Donc là, il y a des shootings de Shibuya. Il y a la création de son personnage là, qui est inspiré de la mythologie égyptienne. Et puis il y a un mélange avec. Le Tokyo urbain, tu sais, les légendes urbaines japonaises, le Tokyo Urban Art. En fait, ce qui est intéressant, c'est que Yves, en fait, ils se sont filmés en plein Shibuya. Oui, ça, c'est sur la grande place là, quand les gens se croisent. Voilà. Ouais. Et ils ont utilisé différents outils que je présentais dans le process d'avant, où justement, en fait, ils remplacent les humains et leur gestuelle avec certains outils qui vont permettre de transformer en fait cette dynamique humaine dans le court film de Yves. Et dedans, en fait, il y a 3 mondes. Il y a du cinéma, il y a de l'animation, et il y a vraiment pour moi une expression. C'est une nouvelle écriture. C'est vraiment là une nouvelle écriture, justement. Et c'est le but de l'IA, c'est d'aller chercher ces nouvelles écritures, ces nouveaux processus créatifs. C'est-à-dire de ne pas respecter comment l'IA elle fonctionne. Il faut pas utiliser l'IA telle qu'elle nous est proposée. Il faut qu'on l'utilise telle que nous on a envie de l'utiliser pour arriver à notre but. Et c'est là où je pense qu'il y a vraiment une conscience et une compréhension de l'outil, où oui, l'outil est à ce côté émerveilleux, qui peut émerveiller parce que c'est joli, c'est créatif l'image, mais elle est pas suffisante en elle-même. Et c'est ce que justement a montré d'ailleurs le Copyright Office il y a 2 semaines, en disant qu'une image promptée n'est pas suffisante pour obtenir un droit d'auteur. Donc déjà et c'est là où justement les artistes doivent s'approprier l'outil et aller le tordre et aller chercher leurs propres écritures, leurs propres combinaisons pour arriver à des choses qui jusque-là étaient soit pas possibles, soit très contraignantes à réaliser, très coûteuses, et que maintenant voilà, on a cette possibilité d'aller beaucoup plus loin, d'aller c'est tout le travail, je pense, de l'artiste à l'heure actuelle.
Et c'est l'enjeu, ce que tu dis, Dimitri, c'est justement de ne pas se laisser. Je ne vais pas me caler à ce que l'IA me permet. En fait, comme tu disais, je vais le tordre. Je vais essayer de trouver d'autres portes. Et c'est là où effectivement on va voir. Donc, quand je vois le travail qui a été fait par Yves avec son équipe, c'est de dire maintenant on a la possibilité. On va avec ce travail, avec cette collaboration, avec ces nouvelles idées, cette audace, on va arriver avec des nouvelles compétences, de nouveaux métiers, de nouveaux formats. Et c'est ça en fait ce qui est incroyable. Mais encore une fois, la brique la plus importante, c'est une des briques, c'est vraiment déjà en tant qu'artiste de se connaître et de savoir vraiment de quelle est la frontière. Et là, on l'avait abordé quand on avait échangé dessus il y a 2-3 jours chez We Are, c'est de ne pas se laisser diluer et de continuer à garder son identité, comprendre et savoir pourquoi je vais l'utiliser à tel ou tel moment dans cette idée de j'ai une vision très 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 claire et je sais exactement jusqu'où je veux aller avec cet outil. Alors justement, ce n'est pas l'outil qui doit guider notre créativité, mais bien nous qui devons guider l'outil vers notre créativité. Et c'est là, je pense, Et justement, il y a une démarche aussi, parce que tu es une grande connaisseuse, fan du Japon. Je trouve qu'il y a une... Depuis 20 ans, je travaille avec le Japon. Voilà. Depuis 20 ans. Ouais. Et donc, il y a un projet en particulier. On peut parler d'abord du travail que tu fais en général avec la Chambre de commerce du Japon, et on essaye de monter un événement ensemble. Parce que je pense que c'est une démarche. Je pense que ce qui est intéressant dans ce dont on va parler sur le Japon, c'est qu'il y a à la fois des démarches individuelles, celle de Ryuichi Wada, et puis il y a des démarches collectives, comme toujours au Japon, où c'est la chambre de commerce qui c'est le comité d'échange franco-japonais dont je suis adhérente, qui est lié à la CCI de Paris, ouais, tout à fait. Et donc qui vous a fait faire une démonstration. Vous étiez aussi tous les deux dans les présentations du sommet pour l'IA sur la création et l'IA. Tous les deux, vous avez fait une présentation. Et il y avait en particulier à l'intérieur, je trouvais quelque chose qui illustrait bien, Ryoichi Wada. Ryoichi Wada, pardon. Donc c'est lui. Hello everyone. My name is Ryoichi Wada, a Japanese content creator. Alors c'est un personnage exceptionnel, hein. Oui, je confirme. Parce que c'est à la fois un producteur de films, c'est comme ça qu'il s'est fait connaître. En fait, d'abord, il a fait une pièce de théâtre. En fait, il écrit d'abord, et ensuite il est devenu producteur suite à son gros succès. Alors son gros succès, c'est un film qui d'ailleurs a été adapté en France par Michel Havazanicius, qui est un film un peu pastiche. Complètement. Voilà, c'est donc le film qui le fait connaître. Film de zombies. Ouais, un film de zombies, qui a un truc culte, hein. En gros, il l'a fait avec très peu d'argent et ça a explosé les... 20 000 euros. 20 000 euros, il l'a fait avec 20 000 euros. C'est l'histoire d'une équipe qui va sur un tournage et puis ils sont vraiment attaqués par des zombies. C'est une émission de télé-réalité au début, puis en fait ça devient un film d'horreur. Ce film sorti en 2016 et en fait c'est vraiment devenu un film culte au Japon, mais même à l'international, dans le sens où c'est une franchise même qui continue à vivre, qui continue. Oui, parce que ça a été adapté. Thaïlande, là récemment, parce qu'il était à Taïwan pour son prochain film. Donc il a cette vie de cinéaste, auteur, metteur en scène, en fait. Il est pluri, ouais. Auteur, il écrit, il dirige, il produit, il fait des documentaires, il fait des festivals, il travaille avec des très grosses enseignes au Japon. Il est le propriétaire de 5000 m² à la Tokyo Tower, c'est là l'espace d'entertainment le plus important au Japon. Il est très visionnaire. Et lui, il a cette créativité qui est indéniable. Débordante. Et en même temps, il a un projet pour monter un studio, en tout cas un concept. Est-ce qu'on peut regarder aussi, parce qu'il en a parlé, voilà, il en parle. Alors, Pocket le concept, c'est l'animé Pocket animé. C'est de raccourcir les formats, parce qu'en fait, moi, quand j'ai rencontré au Japon, son projet, c'était lors de la Tokyo Game Show. Il m'en avait un peu parlé en disant voilà, moi je sais que les formats sont en train de se raccourcir et je voudrais créer une plateforme où justement les créateurs qui viennent du monde de l'animation ou pas, mais qui veulent raconter des histoires en utilisant la boîte à outils fabuleuse de l'animation japonaise. Donc, on en a vu, il y en a quelques-uns qui sont sur YouTube.
qui sont déjà en préparation. Donc c'est un format de 2 minutes. Le but, en fait, c'est il y a de très grands créateurs IA issus du monde de l'animation japonaise qui nous accompagnent. Et l'objectif, c'est de regrouper les créateurs. Et aussi de leur donner, alors il y a une brique aussi formation, c'est ça que je trouve aussi, on retrouve aussi ça chez aux États-Unis. Dans cette plateforme, on regroupe des artistes, on leur donne les outils nécessaires, on travaille avec les studios qui veulent aussi tester le format, parce que le but c'est pas de remplacer le marché de l'animation, pas du tout, c'est d'ouvrir une autre porte. On peut peut-être regarder la présentation. En fait, ce qu'il dit, c'est que en fait aujourd'hui les jeunes consomment des programmes très courts, hein. C'est pas la peine comme sur TikTok, en mode edit. Sur TikTok. Voilà. Il faut inventer finalement les studios qui vont correspondre à ça, avec les pockets animés, justement. Donc des petits programmes courts, fabriqués avec de l'IA ou sans IA ou... Avec, bien sûr. En fait, on est parti dans l'idée de travailler avec des IA open source. Le but, en fait, c'est d'avoir une structure, une brique qui sera présentée au Festival de Cannes avec Ryoichi qui vient nous retrouver justement, et de commencer avec de commencer sur la Côte d'Azur en plus de ce qui se fait au Japon. Donc c'est la première fois qu'il va y avoir vraiment une synergie de culture, de pays, un amour commun pour le monde de l'animation, mais surtout une envie de créer une nouvelle forme de narration, mais aussi d'accompagner autant l'industrie de l'animation, mais pas que, parce que ça peut être utilisé pour la publicité, ça peut être utilisé pour les marques, la culture. C'est vraiment tout est possible en fait avec ce projet Pocket Anime, et je suis très très heureuse et fière de le faire aux côtés de Ryuichi Wada en France. Donc en plus, en gros, il veut partir de ça pour créer au fond des univers d'animés nouveaux, courts, qui vont être présentés dans les univers traditionnels de l'animé, mais aussi sur Roblox, parce que dans sa présentation, c'est très structuré. Voilà. C'est donc de l'IP, hein, quand même. Global IP. Global IP. C'est la force de frappe du japonais pour ça. Les 2 minutes qui vont circuler sur différents univers. C'est ça. L'univers de l'animé traditionnel, mais aussi Roblox. NFT, tous les univers. Et ensuite, construire une présence sur les webtoons. C'est ça, tout à fait. On a cette brique. Et à la fin, créer donc un studio qui a une production régulière et massive. Donc sur le studio sur lequel il est en train de faire une levée de fonds, c'est ça, hein, c'est ça, tout à fait, voilà. Tout à fait. Et il faut savoir que les Japonais sur ça, c'est vraiment, ils ont une force extraordinaire dans ce qu'on appelle la global IP. Donc ils sont capables, à partir d'un univers, on l'a vu avec Naruto, One Piece, c'est de faire justement en sorte de proposer les différents formats qui vont permettre, comme l'a fait aussi Star Wars et Harry Potter, hein, de proposer jeux vidéo, donc pas webtoon pour Star Wars et le reste, mais voilà, comics, jeux vidéo. Il y a aussi une partie NFT et monde de l'art, hein, parce que l'objectif en fait, c'est vraiment d'avoir tous les secteurs qui se retrouvent autour de ce nouveau pont créatif, et d'avoir vraiment une vision très japonaise. Donc sur ce projet, toi c'est l'entrepreneuse qui accompagne un autre entrepreneur, avec le goût du Japon. Et quand vous êtes à Cannes, quand vous serez à Cannes, vous cherchez des investisseurs, des créateurs, de la distribution? On a la chance justement d'être, on sera accompagné par la région sud qui est très 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 demandeuse et très dynamique pour faire venir notamment des sociétés japonaises sur le territoire. Ça c'est quelque chose que la région a compris, et on a déjà en fait listé certains producteurs, certains groupes d'investissement avec qui on a envie de travailler en région PACA. Oui, donc c'est en train de se mettre en place. Et ensuite, il y a une étape, il y a une étape française, et puis il y aura une étape américaine, j'ai l'impression, en tout cas mondiale. Ouais. Dans la présentation, je crois qu'il en parlait, peut-être qu'on peut retrouver l'extrait, mais il est dans son studio, et puis il raconte que l'objectif, il y a une slide comme ça, c'est de faire un studio. Comment est-ce que tu vois ça, toi? Toi, tu participes à la mise en œuvre en France, ou tu es dans un partenariat finalement global aussi?
Alors, je peux pas encore tout dire dans le sens où D'accord. on est en train de construire certaines choses et puis c'est vrai que ça demande quand même un énorme travail, un énorme investissement. D'ailleurs, je retrouve Ryuichi en mars-avril pour rencontrer certains des décisionnaires et des studios, des gens avec qui on va travailler. Moi, c'est vrai que même si bon, pour l'instant, je peux pas en dire encore une fois grand chose. Non, mais on est content déjà d'avoir le scoop. Voilà, mais Merci. l'idée en fait, c'est vrai de pas juste avoir mon étiquette française. Donc l'objectif, c'est déjà de travailler sur toute la partie francophone, donc que ce soit au Canada, en Afrique, en France et la Belgique, ce genre de choses, mais en même temps d'avoir aussi une carte. J'aimerais bien aussi garder une carte à l'international avec Ryuichi, et puis aussi une brique éducative, parce qu'il faut savoir que dans la plateforme, il y a aussi vraiment une envie d'accompagner les nouveaux créateurs et d'être au contact des studios. C'est-à-dire un outil spécialisé comme il y a dans TikTok où il y a un outil de montage, ou c'est-à-dire est-ce qu'il y a une partie de création faite par les utilisateurs, ou comment c'est vu cette logique d'apprentissage? En fait, l'objectif, c'est quand les créateurs ou les studios vont travailler avec nous, l'objectif, ce sera de montrer les process, de montrer les outils à disposition, et puis de pouvoir justement mettre en place des masterclass ou même former les personnes, les acteurs qui voudront nous rejoindre pour ce projet. Et de créer une sorte de hub aussi. Donc il y a vraiment une volonté de hub créatif, et notamment une grosse volonté de la part de pas mal de sociétés japonaises qui sont très heureuses justement de cette passerelle qu'on est en train de créer entre la France, l'Europe et le Japon. Et il y a aussi la brique où il va y avoir un gros festival pour aider justement, un festival où les créateurs pourront gagner jusqu'à 10 000 € pour toutes sortes de prix. Et dedans, il y aura aussi des formations et des masterclass qui seront offertes pour les personnes qui n'ont peut-être pas tous les atouts, qui n'ont pas tout encore en termes d'expérience. Comme l'a expliqué Dimitri, voilà, un créatif qui vraiment va s'approprier l'IA, bien souvent, il a quand même besoin d'un certain temps, de tester différents outils, tout ça. Donc, il y aura vraiment un encadrement. C'est un point intéressant aussi parce que là, justement, nous on est, j'ai monté une société qui s'appelle Orpiste et qui fait de la représentation d'artistes numériques, d'artistes IA justement. Et on a souvent un des problèmes qu'on a pu constater, c'est qu'on a souvent des gens qui nous plaisent, qui vont avoir développé une identité visuelle, puisque notre but c'est vraiment de développer des gens qui sont pas multitâches, qui ont vraiment une vision, une identité propre. Par contre, le problème face auquel on se retrouve, c'est des gens qui vont, comme ils sont arrivés rapidement dans la création, n'ont pas pu assimiler les processus, les méthodes, non seulement les méthodes, mais les processus de relation au client, de comment on fait les systèmes d'aller-retour avec un client. Et en fait, on va se retrouver très vite avec un problème, c'est qu'on va avoir des artistes qui sont très créatifs, mais quand vous êtes photographe, par exemple, vous êtes assistant, donc pendant 2 ans, 3 ans, vous avez le temps de voir sur un studio comment se passe la relation du client avec le photographe, puis donc vous allez pouvoir apprendre toute cette relation-là. Sauf que là, on a des gens qui vont du jour au lendemain passer créatifs, qui seront d'excellents créatifs, mais qu'il va falloir coacher, qu'il va falloir accompagner pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'une relation avec un client, comment on répond à des demandes précises. C'est-à-dire que faire une image avec le logo Dior, Chanel et tout ça, c'est très facile. Maintenant avec l'IA, maintenant ça répond pas à une demande concrète. Quand le client va vous dire, alors moi ça c'est bien, mais le vêtement est pas bien, le truc est pas bien, le machin est pas bien, et comment je change, et comment je réponds, et comment je l'accompagne, tout ça, il va y avoir besoin d'un accompagnement, et c'est là aussi avec la Méduse qu'on est en train de travailler, justement comment accompagner ces gens-là dans cette relation client créateur pour aller plus loin justement et proposer justement de nouveaux talents. Tu me proposes une formidable transition, parce que je voulais parler là de la vie du kiff et du club du kiff, où on a exactement le même constat en fait aujourd'hui dans le passage à l'acte. Il faut être accompagné, il faut rarement, on peut pas le faire seul. Exactement. C'est de l'intelligence collective. C'est le partage. Oui, vas-y, Olivia. Oui, c'est l'intelligence collective. Il faut faire partie d'une communauté. Il faut avoir, c'est important.
Oui, parce que en fait, je pense qu'il y aura beaucoup de casse si jamais les gens s'imaginent que c'est la relation qu'on a avec son ordinateur. Ouais, c'est pas facile. Non. Et surtout si on veut durer, c'est parce que on peut faire un coup, mais on ne dure pas si on n'est pas capable de travailler avec les autres et avec. Donc on a réfléchi à construire une plateforme où il y a d'un côté de l'information et puis de l'autre, finalement du réseau, un réseautage. Et donc c'est évidemment, c'est les valeurs du kiff, hein, et on rentre dans cette plateforme, elle est disponible aujourd'hui. Et en fait, on se balade à l'intérieur où il y a effectivement différentes. Il y a des choses qu'on a faites qui permettent d'avoir une information. Le kiff qui a eu lieu en 2024, qui était déjà sur la culture, où on avait à la fois de la pub. Avec Martine Sorel ou des gens du luxe comme les gens d'LVMH, Shafik Ghasmi, mais toujours en partant plutôt des créateurs ou des entrepreneurs. Tout ce qu'on continue à faire avec la Sorbonne, où là c'est vraiment avec beaucoup plus les gens de cinéma, et puis en fait une partie qui doit être mise en action et qui est physique, c'est d'une part des rencontres, on a mis le joli mot français de réseautage plutôt que de faire du networking, mais c'est parce qu'en fait il faut se rencontrer à un moment donné. On va aller prochainement au Canada voir EAI, qui est l'équivalent du kiff Canada. Et évidemment, à un moment donné, il faut aussi travailler avec des gens qui sont pros, dont vous. Et donc, c'est là où la Méduse Violette et un autre partenaire interviendront, à la fois dans les formations que tu fais, Olivia, et puis aussi celle que tu fais, Dimitri, parce que on sait bien qu'à un moment donné, c'est bien de baigner dans un bain, c'est bien de retrouver ses potes, mais s'il n'y a pas le dur, et l'expertise et l'expérience, finalement, on progresse plus. Et donc, c'est pour ça qu'on est ravis de montrer ça. Et puis, il y a tout ce qu'on fait, la newsletter qu'on a mis dans l'observatoire. Et puis, il y a une dimension qui est très personnelle. On a mis votre coaching, en fait, c'est du sparring partner, donc puisqu'on a un certain nombre d'experts, et que moi je suis tous les jours je reçois des demandes de rendez-vous que j'ai pas le temps d'honorer, donc je vais structurer cette démarche avec aussi sur le marketing et aussi des gens comme vous. Après c'est une question de temps parce que c'est très chronophage, hein, et évidemment, je pense que ça nécessite une organisation. On peut pas passer son temps à aider les autres ou à les accompagner. C'est presque un autre métier. Mais moi, j'ai été surpris de voir le nombre de gens qui, exactement comme tu le décrivais, Dimitri, arrivent et puis se retrouvent dans une relation auquel ils sont pas du tout préparés et qui ont besoin, presque d'un psy, quoi, qui va leur dire. Ah oui, non, ça fait 25 ans que j'étais dans la pub. Il y a un moment, enfin, toute cette relation, toute cette compréhension d'une demande client, enfin, il y a même des subtilités, des choses. Nous, on a fait tester justement des artistes sur des tout petits briefs, par exemple, et on se rend compte que, concrètement, ils sont peut-être très bons créatifs, mais ils sont pas capables de rentrer dans le milieu de la publicité parce qu'il n'y a pas de compréhension des enjeux de la publicité, des enjeux d'une demande client. Donc effectivement, ils ont une identité qui est forte, mais il va vraiment falloir les accompagner et on a déjà dû refuser 3-4 artistes parce qu'on n'arrivait pas à trouver justement, l'accession à la créativité, à la visibilité a été tellement rapide que derrière il n'y avait pas toute cette culture de répondre à un brief client, de comprendre comment on gère ça. Et après le temps de création, effectivement, il est ce que disait Olivia tout à l'heure. Il est pas si compressé que ça. Ça va un peu plus vite, mais c'est pas non plus, c'est pas un gros changement. Donc il y a tout ça qui est à prendre en compte et à accompagner. Et donc c'est vraiment quelque chose qu'on va co-construire. On n'est pas sûr d'avoir toutes les briques pour l'instant. On va les enrichir. On travaille évidemment parce qu'il faut un moteur de. Il y a déjà un moteur de recherche, mais on est en train de travailler pour qu'il y ait une IA en fait qui accompagne pour aller chercher les différents exemples, parce que c'est une bibliothèque, mais si on ne sait pas aller chercher, ça sert à rien. Donc on travaille aussi à montrer l'usage de certains logiciels. Donc c'est fait pour que ceux qui sont intéressés s'y retrouvent. Par définition, on cherche pas à faire un outil de base parce qu'on s'est rendu compte que ça marchait pas, ou en tout cas c'est pas dans l'univers dans lequel on est. Il faut que ce soit personnalisé, ça peut être long. Donc c'est un club, c'est la définition d'un club. Alors il y a la définition d'un club anglais, mais on pense aussi comment
Clubhouse. Oui, mais aussi il y a pas mal de réactions quand on l'a testé, nous ont dit en fait il faut aussi le penser comme un club de la Révolution française où les gens s'agrégeaient par des idées. C'est un club d'idées en fait, et Très, au très fond on parle la même langue tous les trois, c'est-à-dire que on pense pas qu'on peut débouler et devenir créateur ou scénariste parce que on a appuyé sur un bouton sur un logiciel. On l'est, on le travaille et puis le logiciel va nous accompagner et c'est pareil pour la création d'images. Donc ça c'est et ce qui nous a surpris, c'est que d'une part il y a eu quand on l'a testé des entreprises qui nous ont dit moi j'aimerais bien que mes salariés donc il y a une proposition pour des individus, des indépendants qui sont prêts à investir sur le temps et qui trouvent tout à fait normal de vous rémunérer si vous faites de la formation et donc c'est pas gratuit. Et je pense que c'est important, c'est comme le psy, si c'est pas payant, ça marche pas. Et puis parce que ça veut dire qu'on s'y investit, et puis qu'on va au rendez-vous et qu'on participe. Et puis il y a toute une autre démarche qu'on est en train de déployer et qui vient aussi des tests où là derrière le mot club, on nous a dit club de réflexion, club d'idées, clubhouse, mais aussi pourquoi pas à terme club d'investissement, parce que on se rend compte qu'il y a des projets qui finalement n'ont pas, disons, une version classique, ou ne peuvent pas rentrer dans les cases classiques, et donc on est en train de travailler. Ce sera, j'espère, si on a réussi dans quelques temps. Mais je travaille déjà avec des créateurs qui cherchent à lever de l'argent ou à trouver les bons interlocuteurs. Donc c'est en tout cas un outil pour accélérer en fait ce qu'on a déjà tous commencé. C'est plutôt que d'attendre que l'IA arrive, de la saisir, de la tordre, comme disait tout à l'heure Dimitri, et puis de la tordre, mais dans le sens qu'on veut, pas d'être personnel. Voilà, dans le sens soit collectif, si on est dans un groupe. Pour ça, j'aime bien le travail dont tu parles sur les artistes que tu accompagnes, Dimitri. C'est comment Hors-piste, c'est ça? Oui. Et on peut trouver l'adresse quelque part s'il y a des gens qui sont Alors intéressés. en fait je vais vous partager ça, mais en fait toute l'histoire pour faire en 2 mots, c'est que c'était mon ancien agent en photo avec qui j'ai travaillé pendant plus de 20 ans en tant que c'était mon agent, et il y a un moment donné elle m'a dit mais je vois que tu fais de nouvelles choses que je comprends pas forcément, et mais je vois qu'il y a un écho, il y a une résonance qui est en train de se passer, donc montons un département ensemble, et donc on s'est associés, on a monté donc dans FMA le bureau, on a monté le projet hors piste, donc qui est représentation d'artistes IA. Là, on travaille à l'heure actuelle sur une campagne internationale pour un client du luxe avec donc ça marche. nos artistes. Et vous l'accompagnez et vous. Alors, il y en a pour qui ça marche, mais voilà, elle, il se trouve qu'elle vient déjà un peu de la photographie, qu'elle a une compréhension des demandes clients. Voilà, c'est ça. Donc il y a des artistes pour qui ça marche. Maintenant, il y en a d'autres qu'on a envie de recruter, mais pour lesquels on est en discussion, en attente, en observation, on va dire. Retour ton travail. Voilà, parce que alors ça, c'est parce que ici on trouve aussi mes posts. Je publie régulièrement des réflexions sur l'IA, sur la. Oui, voilà. oui, moi je les suis. Parfois, en plus, poste aussi sur LinkedIn. Voilà, souvent sur LinkedIn, et en fait ils sont après repartagés. J'ai une page où on peut tous les retrouver, et ici voilà, là on peut tout retrouver, toutes mes réflexions, et voilà, donc c'est le recherche d'artistes et accompagnement d'artistes avec des écritures fortes. Là aussi l'idée c'est de défendre des artistes dans leur écriture, pas comme facilitation ou parce qu'il fait de l'IA c'est que ce sera un artiste moins cher. C'est pas du tout notre vision. C'est pas l'outil qui définit votre valeur, c'est votre vision qui définit la valeur que vous avez. Après, quel que soit l'outil que vous utilisiez, ça nous est égal. Voilà. Donc là, c'est vraiment notre démarche et notre approche. C'est on défend des artistes visionnaires, et voilà. Dernier exemple, parce qu'on pourrait tous y passer des heures. Olivia, tu voulais parler du Odyssée, du Project Odyssée. Oui, en fait, encore une fois, je pense que tu l'as bien compris. Moi, j'ai une passion pour tout ce qui est animation, mais aussi VFX, rendering, ce genre de choses. Et depuis maintenant 2 ans, je suis en fait la communauté Civitaille,
sur la présentation de plein d'auteurs. Qu'est-ce que c'est la communauté Civitai? Si les en gens fait, veulent... Vas-y. En fait, Civitai, c'est une communauté passionnée par la création qui s'est rejoint sur cette plateforme en utilisant au fur et à mesure tous les outils qui ont été mis à disposition. Bien sûr, par les Civitai, en fait, c'est ça, c'est Civitai. C'est ça. Il n'y a pas de but commercial. On va dire que non. Dans l'idée, Pour l'instant, il n'y a pas encore vraiment de but, mais c'est surtout de montrer quelles sont toutes les possibilités avec tous les outils fournis par les sponsors, bien sûr. Donc, ils ont des très gros sponsors, et notamment, moi, j'ai commencé à suivre Civi parce que ils parlaient en fait d'une boîte que je suis là depuis moins d'un an qui s'appelle Icor Labs, qui a commencé à travailler avec pas mal de studios d'animation au Japon et qui vont mettre en place, je pense à partir de la rentrée, parce qu'ils ont levé 8 millions d'euros pour créer ce logiciel qui est incroyable, qui permet à des élèves, mais aussi des enfants ou tout simplement des studios de s'approprier les nouvelles briques de l'animation de D3D reconfigurées par l'IA. Donc c'est vraiment super intéressant. C'est là on va vraiment avoir la possibilité de tester toutes les dernières palettes, mais aussi on a la communauté qui nous aide et qui nous fait des retours. C'est super appréciable. Donc c'est comme on va dire. Donc il y a d'un côté une communauté avec un but de passion, sans but commercial. De l'autre parce que ça coûte quand même de l'argent, j'imagine, de maintenir. Bien sûr. Donc les gens mettent leurs œuvres, et puis il y a un grand festival tous les ans, c'est ça, Odyssée? Alors là, là, on en est à la saison 2 de l'event du festival Project Odyssey. C'est dedans, en fait, quand on regarde, il y a toutes les formes, on va dire, d'entertainment du cinéma vers la publicité, le doujinshi dont je parlais tout à l'heure, le fait de faire une œuvre hommage à un univers, une IP connue de tous, mais aussi des œuvres, des formats, des choses qui sortent des clous. Et je trouve ça très audacieux, et c'est porté par des passionnés. À la base, beaucoup viennent du monde d'Unreal Engine, donc le moteur de jeu qui a créé Fortnite et qui est utilisé autant dans le monde de l'architecture, du jeu vidéo, de l'animation et des effets spéciaux. Voilà, mais c'est bien sûr, c'est un projet qui a été lancé à Los Angeles, donc c'est ultra américain, bien sûr, mais je trouve que la démarche est très intéressante de mettre à disposition autant d'outils, mais aussi d'offrir une telle visibilité. Donc là, Yves Albiez, qui est un partenaire avec qui je travaille, notamment qu'on a vu tout à l'heure en tout. Voilà. Il a une formidable formation d'ailleurs qui s'appelle Impact Vidéo, et c'est un directeur, c'est aussi un consultant pour les agences françaises qui ont besoin d'un accompagnement, parce que lui il travaille avec la plus grosse boîte de création de films, de films courts, d'animés et de publicitaires aux États-Unis. Et le film que tu as présenté à Paris là, il est disponible quelque part. Son pitch quand il le raconte, je trouve que c'est extrêmement fort. Tu en as montré qu'un petit bout. Il n'est pas disponible. Non, il n'est pas disponible. Il n'est pas sur YouTube. Si on cherche Yves Dalbier, on peut juste voir ce qu'il a fait pour. Non, parce que voilà, on voit son travail. Là, il a été 3e. Voilà, c'est celui dont on a parlé tout à l'heure. Mais je trouvais que la présentation où il expliquait finalement, justement, toutes les nuances dont parlait Dimitri entre la publicité, la création, l'expression personnelle, c'était vraiment lumineux. En plus, c'était en français. Donc, je trouvais que ça avait une portée exceptionnelle. C'est une résonance. Une résonance. Et voilà, la seule chose, c'est comme il a travaillé pour des grosses stars et qu'il a fait des clips, il a fait des réalisations pour des boîtes sous NDA, il m'a autorisé, en fait, il m'a fait une vidéo exprès pour We Are avec Dimitri pour parler de son travail, complétée par ma présentation de comment intégrer ces outils dans le processus créatif, style Ampou, mais là à l'heure actuelle c'est un peu délicat parce qu'en fait non mais peu importe, c'est parce que je trouvais que c'était une démarche intéressante. Je connaissais pas son travail, voilà, parce que, et c'est aussi un point sur lequel je voulais pas conclure parce que on pourrait y passer des heures, mais se dire, en fait, il y a énormément de créateurs en France. Il y en a énormément qui sont partis à l'étranger pour s'éclater. Il y en a qui sont restés comme Dimitri ou toi. Mais il y a dans le monde entier, au Japon, partout en Corée, aux États-Unis et partout, des gens qui ont cette passion et puis qui finalement mélangent
comme le savoir-faire, le côté artisanal dont parlait tout à l'heure Dimitri, individuel, avec des industries créatives très 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 musclées, hein, parce que travailler avec les Japonais c'est pas simple non plus de travailler avec des Coréens, avec des Américains. Donc je pense que tout ça c'est aussi très intéressant. En fait, peut-être que en tout cas on avait l'ambition avec toi de construire un kiff ou en tout cas une illustration au Japon ou en Corée ou en Asie, parce que je pense qu'il y a une démarche très très importante. Le Japon, c'est évidemment peut-être le plus facile à faire dans un premier temps, mais terre d'expérimentation. Voilà, parce que je pense que, enfin, c'était assez évident. Là, on a montré qu'un bout du travail de Ryuichi Wada, mais je le trouve pour un Japonais très 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 indépendant, très original, très provoque. J'allais dire, il est presque trop français pour eux, quoi. Quelque part, il est très américain et très français. Il a écrit un article pour Forbes où justement il explique que les nouveaux créateurs doivent créer leur propre chemin et que l'IA est une opportunité justement si on la comprend et si on sait l'intégrer où il faut et surtout dans notre vision, on est audacieux, c'est-à-dire qu'on ose qu'on n'aurait jamais osé avec les outils traditionnels. Et c'est ça que ça peut apporter cet outil. C'est qu'on est en train d'assister à la création de nouveaux formats pour plein de l'art en général, la narration et ce que j'appelle donc l'imagination augmentée, l'amplification, et ceux qui auront le courage de s'en saisir en ayant en s'appuyant sur leur expérience professionnelle et en même temps un outil éclairé, une maîtrise éclairée de cet outil pourront faire des choses aussi extraordinaires que Ryuichi Wada. Ça, j'en suis sûre. Bon, pour moi, c'est la conclusion. Je vais pas rajouter. Je voulais vous remercier tous les deux, à la fois parce que je trouve que c'est très important de montrer la collaboration, la différence qu'il y a entre vous et la façon dont vous cheminez, parce que je pense que c'est pour ça aussi que c'était bien que nous ayons été ensemble. Et puis ensuite, il y a des complémentarités, puis il y a des individualités tout à fait différentes. Vous avez deux caractères complètement différents et deux approches différentes, la photo ou la narration ou le storytelling. Et je trouve que c'est vraiment une très très belle illustration de ce qui est en train de se passer. Donc je voulais vous remercier, et puis de toute façon je pense qu'on va se retrouver, le monde est petit, soit au KISS, soit à Tokyo, soit à Cannes, on va y arriver. Et merci d'avoir été aussi ouvert, transparent, généreux de votre travail, de votre temps, d'avoir montré tout ce qui se passe, parce que j'espère que ça va donner plein d'idées à plein de gens qui se posent des questions en ce moment. Merci et à bientôt. Merci Alexandre, merci Dimitri. Merci Alexandre et merci Olivia. On va faire la japonaise. Hein, Aïe.